Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un des plus grands défis de la médecine moderne. Comment fait-on pour débusquer des substances qui sont si petites, si rares, qu'elles sont quasiment invisibles? C'est une véritable enquête, mais à l'échelle moléculaire. On a tous déjà entendu cette expression, n'est-ce pas? Ça symbolise parfaitement une recherche qui semble perdue d'avance. Mais imaginez un instant si le défi était encore plus grand. Mais alors beaucoup, beaucoup plus grand. Eh bien voilà, c'est exactement le problème que la médecine doit résoudre tous les jours. L'aiguille, ça peut être un virus, une hormone qui déraille, un marqueur de maladie. Et la botte de foin, c'est notre corps, un mélange incroyablement dense de milliards et de milliards de molécules. Alors comment on s'y prend? Alors, la solution, aussi surprenante que ça puisse paraître, elle ne vient pas d'une machine ultra complexe sortie d'un film de science-fiction. Non. Elle vient d'un mécanisme que la nature elle-même a perfectionné depuis des millions d'années, notre propre système immunitaire. Et là, on touche vraiment au cœur du système. Le corps produit des protéines spéciales, les anticorps. Il faut voir chaque anticorps comme une clé unique. Et cette clé est conçue pour une seule et unique serrure, une molécule cible qu'on appelle l'antigène. Cette spécificité, elle est juste incroyable, quasi absolue. Un anticorps va trouver sa cible et ignorer tout le reste. Donc, pour que ce soit bien clair, l'antigène, la serrure, c'est ce qu'on cherche. Ça peut être un bout de virus, une hormone, peu importe. L'anticorps, la clé, c'est l'outil de détection que notre corps fabrique. La science a tout simplement appris à détourner et à utiliser ce duo hyper efficace pour ses propres besoins. Et c'est là que l'ingéniosité humaine entre en scène. Parce que c'est bien beau que la clé trouve sa serrure, mais si tout ça se passe à une échelle microscopique, totalement invisible à l'œil nu, comment on sait que la rencontre a eu lieu? Pour que ça devienne un test de diagnostic, il fallait trouver un moyen de le voir. La première grande idée, en fait, elle est assez simple sur le papier. Si on ne peut pas voir l'anticorps lui-même, pourquoi ne pas lui attacher une sorte de balise lumineuse, un petit gyrophare moléculaire pour qu'il nous signale sa position? Et cette idée a bien sûr évolué avec le temps. Ça a commencé dans les années 40, où on a littéralement accroché une molécule fluorescente à un anticorps pour le faire briller sous une lumière UV. Plus tard, on a utilisé des marqueurs radioactifs, très sensibles, mais aussi beaucoup plus compliqués et risqués à manipuler. Et aujourd'hui, l'immense majorité des tests utilisent soit des enzymes, soit des réactions qui produisent leur propre lumière. Chaque étape a rendu les tests plus sûrs, plus stables et surtout de plus en plus puissants. Prenons un exemple classique, l'immunofluorescence, très utilisée pour les maladies auto-immunes. C'est assez malin. D'abord, on fixe la cible, l'antigène, sur une lame de microscope. On verse ensuite le sang du patient dessus. Si le patient a les anticorps qu'on recherche, ils vont se fixer sur la cible. Mais à ce stade, on ne voit toujours rien. Et c'est là que vient l'astuce. On ajoute un deuxième anticorps qui, lui, est fluorescent et qui est programmé pour attaquer n'importe quel anticorps humain. Résultat, s'il y a une lueur verte sous le microscope UV, ça veut dire que le premier anticorps était bien là. Le test est positif. La fluorescence, c'est génial, mais ça a une grosse contrainte. Il faut un microscope spécial et un œil expert. Pour faire des diagnostics à très grandes échelles, il fallait inventer autre chose. Quelque chose de plus simple, de plus rapide, et qui puisse être lu par une machine. Et c'est comme ça que sont nées les techniques immuno-enzymatiques, avec en star la fameuse méthode ELISA. L'idée, c'est de remplacer le marqueur fluorescent au radioactif par une enzyme. Une enzyme, c'est une protéine qui agit comme un mini-catalyseur. Elle peut déclencher une réaction chimique, comme par exemple faire changer un liquide de couleur. Et ça, c'est beaucoup plus sûr et bien plus facile à automatiser. La technique la plus connue, c'est le ELISA sandwich. L'analogie est parfaite. Imaginez un petit puits en plastique. On tapise le fond avec des anticorps qui vont servir d'appât. On ajoute l'échantillon. Si l'antigène qu'on cherche est présent, il se fait piéger. Ensuite, on ajoute un deuxième anticorps qui vient se fixer par-dessus l'antigène, comme la deuxième tranche de pain d'un sandwich. Et c'est cet anticorps du dessus qui transporte l'enzyme. À la fin, on ajoute un liquide incolore, et si l'enzyme est là, hop, le liquide change de couleur. Mais le vrai plus de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas juste oui ou non, elle est quantitative. C'est-à-dire que plus la couleur est intense, plus il y avait d'antigènes dans l'échantillon au départ. Une machine peut mesurer cette intensité très précisément, ce qui permet de doser avec exactitude des hormones, des médicaments ou des marqueurs de maladie. Le changement de couleur, c'est très efficace. Mais que se passe-t-il si on cherche des quantités vraiment infimes, des traces si faibles qu'elles ne produisent quasiment aucun changement de couleur visible? Pour ça, il a fallu passer à un niveau de sensibilité encore supérieur. Et cette technologie, c'est la chimioluminescence. Le principe est très proche de l'ELISA, sauf qu'ici, l'enzyme ne va pas déclencher un changement de couleur. Elle va déclencher une réaction chimique qui produit de la lumière.
Pensez à un bâton lumineux qu'on craque pour l'activer, ou à une luciole. C'est exactement le même phénomène, une réaction chimique qui libère de l'énergie sous forme de photons, de lumière. L'avantage énorme de cette méthode, c'est l'absence de bruit de fond. Pour la fluorescence, il faut éclairer l'échantillon avec une lumière très forte, ce qui peut créer des reflets parasites. C'est comme essayer d'entendre un murmure dans une pièce bruyante. Avec la chimioluminescence, tout se passe dans le noir complet. La seule lumière qui est émise vient de la réaction elle-même. Le signal est donc incroyablement pur, ce qui permet de détecter des quantités infinitésimales. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces technologies ne sont pas de la science-fiction de laboratoire. Elles sont absolument partout, au cœur de notre médecine quotidienne. Un test de grossesse, un dosage d'hormones thyroïdiennes, un dépistage du VIH, le suivi d'un marqueur de cancer, tout ça s'est rendu possible par l'une de ces méthodes de détection de l'invisible. Donc, pour résumer, on a une véritable panoplie d'outils de détective. L'immunofluorescence, avec sa lueur, est parfaite pour voir où se cache une cible directement dans un tissu. L'ELISA, avec sa couleur, c'est le cheval de bataille des grands laboratoires, idéal pour analyser des centaines d'échantillons en même temps. Et la chimioluminescence, avec sa lumière, c'est l'outil de très très haute précision pour détecter les traces les plus infimes. De la lueur fluorescente à la lumière chimique, la quête a toujours été la même, voire plus petit, et avec plus de précision. Aujourd'hui, ces outils nous permettent de diagnostiquer des maladies avec une efficacité redoutable. Mais la vraie question pour demain, c'est peut-être la suivante. Et si on utilisait cette sensibilité extrême, non pas pour trouver la maladie déjà installée, mais pour déceler les tout premiers signaux d'un déséquilibre, pour préserver la santé avant même d'avoir à la soigner. La chasse à l'invisible ne fait vraiment que commencer.